Le joueur d'échecs, Stefan Zweig. Et maintenant qu'un pareil phénomène, un aussi singulier génie, ou, si on préfère, un fou aussi énigmatique se trouvait pour la première fois tout près de moi sur le même bateau, à 6 cabines de la mienne, je me voyais refuser la possibilité de l'approcher, moi qui, pour mon malheur, ai toujours eu une curiosité passionnée pour les choses de l'esprit. Je me mis à inventer des stratagèmes les plus absurdes. Si je lui demandais une interview pour un prétendu grand journal histoire de chatouiller sa vanité, ou bien si je lui proposais un lucratif tournoi en Écosse en misant sur l'appât du gain. Finalement, je me souvins de la méthode la plus éprouvée pour le chasseur qui attire le coq de bruyère en imitant son cri. À la saison des amours. N'était-ce pas en jouant aux échecs qu'assurément on attirait le mieux l'attention d'un joueur d'échecs? À vrai dire, je n'ai jamais été un sérieux artiste dans ce domaine, car je ne joue à ce jeu que pour mon plaisir. Je ne m'assieds et ne passe une heure devant un échiquier que pour me détendre l'esprit, en refusant tout effort. Je joue, au sens strict du mot, tandis que les autres, les vrais joueurs d'échecs, le pratiquent sérieux. Qu'on me permette ce néologisme audacieux. En outre, aux échecs comme en amour, il faut un partenaire, et à ce moment-là je ne savais s'il y avait à bord d'autres amateurs que nous. Pour les attirer au grand jour, je conçus un piège des plus simples. Tel un oiseau-leurre, je m'installai au fumoir devant un échiquier avec ma femme qui joue encore moins bien que moi. Nous n'avions pas fait 6 coups qu'en effet, un promeneur puis un autre s'arrêtait là et nous demandait la permission de regarder, jusqu'au moment où quelqu'un me pria, comme je le désirais, de faire une partie avec lui. C'était un ingénieur écossais qui s'appelait McConnor et qui, me dit-on, avait amassé une grosse fortune en creusant des puits de pétrole en Californie. Trapu, la mâchoire carrée, les dents solides, il devait sans doute en partie la riche coloration de son teint à un goût prononcé pour le whisky. Sa surprenante largeur d'épaule, qui lui donnait l'allure d'un athlète, ne laissait pas de se faire sentir jusque dans son jeu, car M. McConnor était de cette espèce d'hommes qui ont réussi et en sont si pleins d'eux-mêmes qu'ils ressentent comme une humiliation personnelle de perdre, fût-ce une inoffensive partie d'échecs. Habitué à s'imposer brutalement et gâté par ses réels succès, ce self-made man, massif, était si pénétré de sa supériorité qu'il regardait toute opposition comme un désordre et presque comme une injure. Il perdit la première partie, de fort mauvaise grâce, et se mit à expliquer avec une volubile autorité que sa défaite ne pouvait venir que d'un instant de distraction. À la troisième, il s'en prenait au bruit qu'on faisait dans la chambre voisine. Il ne perdit jamais sans réclamer la revanche. Cet acharnement d'amour-propre m'amusa d'abord, puis je n'y vis plus qu'une circonstance secondaire qui ne gênait en rien mon projet d'attirer à notre table le champion du monde. Le 3e jour, mon stratagème réussit, mais à moitié seulement. Tchentovic nous avait-il aperçus par un hublot en se promenant sur le pont, ou bien en aurait-il par hasard le fumoir de sa présence ce jour-là? Toujours est-il que nous le vîmes faire, malgré lui, quelques pas dans notre direction, et jeter à bonne distance un œil de connaisseur sur l'échiquier où nous nous mêlions de pratiquer son art. McConnor était justement en train de déplacer un pion. Hélas, ce seul coup suffit à montrer à Tchentovic combien nos efforts de dilettante étaient peu dignes de son royal intérêt. Avec le geste dont on repousse sans même le feuilleter un mauvais roman policier à l'étalage d'une librairie, Tchentovic s'écarta de notre table et quitta le fumoir. Pesé et trouvé trop léger, me dis-je en moi-même, un peu froissé par ce regard sec et méprisant. Et donnant cours à ma mauvaise humeur, je dis à McConnor, « Votre coup ne semble pas avoir enchanté le maître. » « Quel maître ?» Je lui expliquai que le monsieur qui venait de passer près de nous en jetant sur notre jeu un regard désapprobateur était Tchentovic, le champion mondial des échecs. « Eh bien, ajoutai-je, nous n'avons plus l'un et l'autre qu'à supporter cet affront et à nous accommoder de son auguste mépris, sans en faire une maladie. Les pauvres bougres doivent faire leur cuisine à l'eau. » Mais ces paroles prononcées avec détachement eurent sur McConnor un effet surprenant. Il se montra aussitôt fort excité et en oublia la partie commencée. La vanité lui gonflait les tempes. Il déclara qu'il n'avait pas eu la moindre idée que Tchentovic fût à bord et qu'il voulait absolument jouer avec lui. Qu'il n'avait encore jamais joué contre un pareil champion, sauf une fois avec 40 autres, lors d'une partie simultanée qui avait été passionnante et qu'il avait du reste presque gagné. Il me demanda si je connaissais l'illustre personnage. Comme je répondais que non, il suggéra que je pourrais l'aborder et le prier de se joindre à nous. Je refusai, alléguant que Tchentovic n'était pas à ma connaissance très désireux de se faire de nouvelles relations.
D'ailleurs, où serait le plaisir d'une partie engagée entre un champion du monde et les joueurs de 3e classe que nous étions? J'avoue que je n'aurais pas dû employer cette expression de joueur de 3e classe devant un homme aussi vaniteux que McConnor. Il se rejeta en arrière, déclara sèchement que pour sa part il ne croyait pas Tchentovic capable de décliner l'invitation courtoise d'un gentleman, et qu'il allait s'en occuper. Sitôt que je lui eus à sa requête brièvement décrit la personne du champion, il s'élança impétueusement à sa recherche sur le pont, abandonnant avec une parfaite indifférence notre échiquier. Je m'aperçus une fois de plus qu'on ne pouvait guère retenir le propriétaire de ces remarquables épaules quand il avait un projet en tête. J'attendis avec un peu d'anxiété. Au bout de 10 minutes, McConnor revint, et il me parut pas beaucoup plus calme. « Eh bien, demandai-je. »« Vous aviez raison, me répondit-il, l'air un peu vexé. Ce monsieur n'est pas très aimable. Je me suis présenté, j'ai décliné mes qualités. Il ne m'a même pas tendu la main. Je me suis efforcé alors de lui expliquer combien nous tous à bord serions heureux qu'il acceptât de jouer une partie simultanée contre nous. Il demeura raide comme un piquet et me répondit qu'il regrettait, mais qu'il s'était expressément engagé par contrat vis-à-vis de son agent à ne jamais jouer durant toute sa tournée sans toucher d'honoraires. Il se voyait donc obligé de demander au minimum 250 $ par partie. Je me mis à rire. Je n'aurais jamais pensé que pousser des pions d'un carreau noir sur un carreau blanc fût une affaire aussi lucrative. J'espère que vous lui avez poliment tiré votre révérence. Mais McConnor garda tout son sérieux. La partie aura lieu demain après-midi à 3 heures dans ce fumoir. J'espère que nous ne nous laisserons pas si facilement battre à plate couture. Quoi, vous avez accepté ces conditions, m'écriai-je concerné. Pourquoi pas, c'est son métier. Si j'avais mal aux dents et qu'il se trouvât un dentiste à bord, je ne lui demanderais pas de m'arracher une dent gratuitement. Tchentovic a bien raison d'y aller carrément, dans tous les domaines. Les gens vraiment capables ont toujours su faire leurs affaires. Et quant à moi, j'estime que plus un marché est clair, mieux ça vaut. Je préfère payer cash plutôt que de compter sur les faveurs du sieur Tchentovic et d'être obligé de le remercier pour finir. Après tout, à mon club, il m'est arrivé déjà de perdre plus de 250 $ en un soir, et cela sans avoir le plaisir de jouer contre un champion du monde. Pour un joueur de 3e classe, il n'y a pas de honte à être battu par un Tchentovic. Je fus amusé de voir combien l'amour-propre de McConnor avait été profondément blessé par cette innocente expression de joueur de 3e classe. Mais puisqu'il était résolu à faire les frais de ce coûteux plaisir, je n'avais rien à objecter contre sa ridicule vanité, puisqu'elle allait enfin me permettre de voir de plus près le singulier personnage qui excitait ma curiosité. Nous nous hâtâmes d'informer de l'événement les 4 ou 5 joueurs d'échecs que nous connaissions à bord, et pour être aussi peu gênés que possible par le flot des badauds pendant le match prévu, nous fîmes réserver toutes les tables voisines de la nôtre.